à m'y intéresser pendant que je faisais ma thèse de doctorat sur le 19e siècle. Et là, en regardant les journaux, je me suis aperçu justement qu'on parlait sans cesse de marronnage des femmes. Et vraiment, à chaque fois, c'était chaque semaine, quand le journal sortait, il parlait des femmes. Et donc, je me suis posé la question justement pourquoi on n'a rien écrit sur ces femmes. Voilà, et donc elles étaient extrêmement nombreuses. Souvent aussi, on a surestimé leur nombre parce elles étaient un peu moins importantes que les hommes. Mais en fait, sur la plupart des grandes habitations, elles représentent 50%, voire plus des fois, de la population de l'habitation. Et les habitations reposaient sur le travail des femmes. On peut avoir tous les cas de figure. Suivre un homme, justement, j'ai un bel exemple d'une marronne qui s'échappe avec son enfant et une amie. Et en fait, quelques jours plus tard, la nuit, elle revient dans l'habitation et en fait, elle vient aider son mari, en fait, qui est malade, et ils le font sortir de l'habitation. Donc c'est une belle histoire. D'autres moments, c'est des frères ou un mari qui reviennent chercher leur femme dans l'habitation et ils partent. Après, il y avait aussi on a très peu de témoignages, mais j'en ai trouvé quelques-uns par rapport à des procès. Et donc, les femmes expliquent tout simplement que c'est la violence physique qui est exercée contre elles. Ça peut être une violence dans les champs, dans la culture, parce que toutes les femmes travaillaient dans la culture, y compris quand elles étaient enceintes. Donc ça aussi, ça a été un combat entre les administrateurs qui disaient qu'il faut faire un peu attention aux femmes enceintes. Elles avaient, je pense, un rôle assez équilibré avec les hommes, puisqu'il fallait survivre. Et donc, on le voit quand des chasseurs de marrons débarquent dans les camps, dans ce qu'ils appellent les établissements de marrons, qui pouvaient comprendre entre 10 hommes et femmes et 80, voire une centaine d'hommes et femmes. Ils trouvent des abattis, ils trouvent tout ce qu'il faut pour faire à manger, pour s'occuper des enfants, ils trouvent des cases, et souvent ils sont très étonnés puisqu'ils trouvent des campements très très bien organisés et très très bien lotis en termes de nourriture. Au contraire justement des plantations où les esclaves mouraient de faim littéralement et donc étaient obligés de se débrouiller pour trouver de la nourriture sans cesse puisque les planteurs ne leur donnaient pas suffisamment de vivres. Voilà, et donc j'ai noté aussi par exemple j'ai trouvé plusieurs chefs, des femmes marrons, donc qui sont reconnues en tant que telles comme chefs, alors que ça ne va pas arriver dans la société coloniale. Voilà. On va trouver absolument aucune femme qui se retrouve au conseil colonial, par exemple, de la Guyane, voilà, pendant toute. Est-ce qu'on a des noms justement pour ces femmes, comme par exemple à la Jamaïque, on parle d'une célèbre Nani. Oui. Est-ce que il y a des femmes qui sont vraiment à l'image de Tiambo ou de Bonny, qui ont été des grandes guerrières de la résistance noire-marron? Oui, on a des équivalents, malheureusement, je n'ai pas trouvé leur nom. Je pense tout simplement parce que c'est des hommes qui faisaient les comptes rendus, hein, les commandants, les capitaines des chasseurs de marrons faisaient les comptes rendus. Ils parlaient des hommes, ils allaient donner les noms de ces hommes, mais pour eux, c'était un tel étonnement de voir qu'une femme pouvait porter un fusil ou une femme pouvait commander à des hommes qu'ils allaient la citer, ils le racontaient, mais en fait, j'ai pas trouvé de nom, je cherche toujours, hein, mais elles étaient là. On a des femmes voilà, qui ont été aussi importantes pour les marrons que les hommes.